Je sais pas ce que serait ma vie sans le sport et sans la course à pied. C'est l'école de la vie, la course à pied. On veut pas être, un service parmi tant d'autres, on veut incarner ce que c'est que la passion de la course à pied et donc je pense que c'est ce qui fait aussi la différence et la richesse de Run Motion Coach, c'est qu'on voit que le service est conçu par des personnes qui sont passionnées de course à pied et on rajoute, sans cesse, tous les 6 mois, on essaye de rajouter des nouvelles fonctionnalités phares. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Adam, ex-athlète de haut niveau sur piste, champion de France au marathon de New York en 2023 et trailer à ses heures perdues. Il a également cofondé Run Motion Coach, l'application à destination des coureurs qui vise à démocratiser l'entraînement pour tous. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode, l'élément déclencheur qui l'a poussé à mettre fin à sa carrière sur piste pour transitionner sur du sport plaisir en marathon et en trail. Les fonctionnalités innovantes derrière Run Motion Coach, comme par exemple la prise en compte du cycle menstruel dans les plans d'entraînement. Et pour finir, une anecdote sur un challenge mémorable qu'il s'est lancé avec son frère jumeau sur le marathon de Paris en 2019. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Guillaume Adam. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elodie. Est-ce que je peux te laisser te présenter dans un premier temps, s'il te plaît ? Oui, je suis, Guillaume Adam. J'ai 34 ans, j'habite Chambéry et puis j'ai une formation d'ingénieur, donc formation, où j'ai été sportif de haut niveau parce que j'ai, eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France sur 1500 mètres. Et puis, depuis 6 ans maintenant, je suis le cofondateur de Run Motion Coach, une application de coaching pour les coureurs, quel que soit leur niveau, du coureur débutant au coureur confirmé avec, pour objectif de démocratiser l'entraînement pour tous. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et comment t'en es venu à te prendre de passion pour la course à pied finalement? Alors j'ai commencé à courir, il y a très longtemps, ça fait maintenant 25 ans que je cours. D'abord sur des crosses, après sur la piste et puis, donc ouais, sur la piste, d'abord sur 1000 mètres, sur 3000 mètres et puis, sur 800 mètres, j'ai tout de suite fait, des très bons résultats. Donc j'ai gagné plusieurs médailles en championnat de France, jeune et après j'ai voulu, c'était quoi? J'avais, 21 ans, lancer sur la distance du 1500 mètres et je pense que c'était la distance qui m'a le plus convenu, puisque j'ai réussi à vivre ce rêve de rentrer en équipe de France d'athlétisme. OK, Et donc après la piste, à 28 ans, j'ai eu envie de me lancer sur le marathon aussi mais aussi sur trail un petit peu plus tard. OK. Et avant la course, tu as fait aucun sport? C'est vraiment la course à pied, tu as commencé par là et ça t'a pas quitté ensuite? Si j'ai fait du foot comme un petit peu tout le monde, je pense, quand on est jeune. J'ai fait du judo et puis, beaucoup de montagne aussi avec mes parents et mes grands-parents. OK. À quel moment tu comprends que tu peux potentiellement faire du sport, à haut niveau? Bah, au début, c'est quand même plutôt un jeu quand on est enfant. C'est on participe à des courses, pour se retrouver avec les copains, en tout cas quand on a 10-12 ans et puis après, il y a cette envie, quand on gagne des courses parce que c'était le cas tout de suite, notamment dans les crosses scolaires quand on gagne des courses, ben, on a envie d'en faire d'autres. On a envie d'aller sur des niveaux supérieurs, parce que je pense que j'ai cette notion aussi de compétition, cette envie de me surpasser et donc tout de suite, plutôt que de faire, des courses où c'était facile pour moi, j'ai tout de suite voulu faire, des courses d'un niveau supérieur pour m'aider à me surpasser et à toujours progresser. OK. Que ce soit maintenant ou avant quand tu étais plutôt sur piste, tu as toujours cherché à avoir la performance maximale? Tu as toujours essayé d'aller chercher, on va dire ton plein potentiel? Ou est-ce que, tu t'en gardais toujours un petit peu sous le pied et c'était pas forcément enfin tu cherchais plus un équilibre et c'était pas non plus, ta priorité numéro un? Bah, j'ai un frère jumeau aussi et donc je pense qu'au début, il y avait forcément une rivalité, parce qu'en plus, une fois c'était lui qui était devant, une fois c'était moi donc ça c'était cool parce que, bah, déjà on faisait les entraînements ensemble, on partageait cette passion ensemble et puis, donc à un moment donné, on va dire quand on est gamin, on a envie de plutôt de battre son frère que que de en tout cas, ça fait partie des objectifs secondaires, on va dire, après gagner une course et donc ouais, je pense que ça a un peu aussi forgé notre mentalité, de sportif quand on était plus jeune et après quand on devient, adolescent et puis après étudiant, on sait que enfin, on switch un petit peu, c'est plutôt, plus personnel la motivation, elle est toujours intrinsèque
et du coup, oui, après, le fait de gagner des courses au niveau régional, ça donne envie d'aller à l'échelon supérieur. Alors j'ai pas tout de suite gagné, des courses à niveau national parce que forcément quand tu fais des championnats de France en cadet, si j'arrivais à rentrer plus ou moins en finale donc tu faisais partie déjà des 30 meilleurs athlètes français et puis après ces 30 meilleurs athlètes français, bah, fallait encore passer un cap supplémentaire pour, réussir à monter sur le podium. Donc ça m'a pris, à peu près 3 ans, puisque j'ai eu ma première médaille, nationale en junior. Alors qu'en compétition cadet, bah, c'était simplement, pas de la figuration, mais en tout cas c'était un apprentissage et notamment, avec le premier entraîneur que j'ai eu, on n'a pas non plus été trop poussé quand on était jeune, alors que déjà à cette époque, il y a déjà des cadets, des juniors qui en font beaucoup. Donc nous, il y avait une marge de progression et puis il y avait aussi un petit peu cette vision à long terme de c'est bien de gagner des médailles quand on est jeune, mais il faut aussi garder cette passion. Il faut, se construire aussi pendant cette période-là, parce qu'il faut, moi j'avais des études d'ingénieur à côté, donc je pense que c'était plutôt, enfin cette notion un peu d'excellence sportive, elle s'est nourrie aussi avec l'excellence étudiante. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la chance de faire un parcours, sport-études à l'INSA de Lyon, donc ça permet d'avoir une scolarité en 7 ans au lieu de 5. On en rencontre des sportifs de tous sports, donc on se rend compte que finalement l'athlète, on a aussi de la chance parce que quand tu t'entraînes, 7-8 heures par semaine, tu peux réussir à faire des grosses perfs alors que sur certains sports, comme la natation par exemple, où c'est plutôt 20 heures, il y en a qui faisaient de la voile, qui devaient partir tous les week-ends. Donc ouais, c'était bien aussi d'avoir, cette notion de sportif de haut niveau dans tous les sports différents et ça nous permettait aussi de nourrir cette ambition et de chercher à chaque fois à faire de mieux en mieux. OK. Et puis après, je pense que c'était bien finalement de pas faire ces sélections, trop jeunes parce que comme ça m'a permis d'avoir aussi cette persévérance, ces notions de persévérance, de ouais, de motivation à courir et puis, donc c'est pour ça aussi, c'est des qualités que je retrouve aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur du plus long justement? Est-ce que c'est que tu prenais moins de plaisir sur la piste? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Oui, alors ça fait il y a 2 raisons principales. La première, donc oui, sur la piste, j'avais fait un peu le tour de la question. C'est le cas de dire, sur une piste, on tourne beaucoup autour. Je sais pas, j'ai dû faire des milliers de tours de piste. Mais plus que ça, c'était, en fait, les compétitions, ça se ressemblait beaucoup à la fin. C'était assez répétitif en termes de quand on s'inscrit au départ d'un 800 mètres, on prend le départ, enfin des 800 mètres, j'en ai fait plus d'une centaine. Des 1 500 mètres aussi, beaucoup. Et en fait, à la fin, il y a plus trop cette adrénaline du début de course, de se dire, «Tiens, je pars pour faire», enfin, c'était trop dans la routine. Et puis après, bah, il y a aussi un événement, qui m'a aussi un petit peu, presque dégoûté du sport de haut niveau. C'est qu'en fait, j'avais voulu me qualifier pour les championnats d'Europe en salle, qui avaient lieu en 2017. Et puis en fait, fallait faire moins de 3,58 au mile et j'avais fait 3,58,38, donc il manquait 38 centièmes et en fait, à force de toujours courir après ces minima, ça joue à chaque fois un détail. Puis je me suis dit, «Bah, c'est cool, mais voilà, c'est souvent dans les mêmes schémas et finalement, même si j'avais fait ces 4 dixièmes de mieux, bah, ça aurait pas non plus changé ma vie». Donc au début, quand on est en dehors de l'équipe de France, on idéalise un peu, on se dit, «Tiens, c'est trop cool, on va voir plein de choses», mais en fait, c'est un sport de galérien, en tout cas la piste. Donc voilà, après, quand on a 28 ans, on se dit: «Bah, voilà, c'est peut-être le moment de passer à autre chose parce que c'est pas ça qui va nous faire vivre et j'avais besoin de quelque chose de nouveau pour m'épanouir». Et au même moment, donc c'est ce 2e élément concordant, donc je vivais à Boston et j'avais été voir le marathon de Boston. Je faisais partie du club qui organisait le marathon et j'étais aussi bénévole lors du salon du marathon de Boston et là, je me suis dit: «Tiens, c'est trop cool, il y a 40 000 coureurs, de tous niveaux différents, de toutes origines différentes». Sur la piste, c'est ultra confidentiel. On est au départ d'une course, il y a 16 coureurs souvent sur une piste. Moi, j'ai fait des compétitions, d'un très haut niveau. Il y avait des compétitions, à Boston, j'avais participé à un meeting international où j'ai couru avec le champion olympique du 1 500 mètres, donc c'était des gros niveaux. Mais par contre, ouais, c'était quand même hyper confidentiel et je me suis dit, c'était un peu une révélation pour moi. Je me suis dit: «Waouh, marathon, il y a 40 000 coureurs». Il y a des centaines de milliers de personnes, surtout à Boston, le marathon, ça représente quelque chose. C'est un peu comme le marathon de New York. Donc j'ai vu le marathon de Boston, j'ai vu le marathon de New York et je me suis dit: «Bon, bah, j'ai envie de tenter cette expérience». OK. Et autour de cette expérience-là, du coup, ton entraînement, j'imagine qu'il a pas mal évolué, du coup, entre-temps. Comment est-ce que tu as fait la transition? C'est quoi un petit peu les différences, principales? Parce que j'imagine, ouais,
l'entraînement sur de la piste, c'est très différent de l'entraînement sur marathon? Alors il y a beaucoup de volume. Alors, paradoxalement, je m'entraînais plus, je faisais plus de kilomètres pour du 1 500 m que pour du marathon. OK. Mais c'est, enfin la raison elle est toute simple, c'est que quand je faisais du 1 500 m, j'étais, semi-professionnel ou en tout cas quand j'étais étudiant, je pouvais m'entraîner à fond. Donc je pouvais courir jusqu'à 140 kilomètres par semaine. Sur les grosses semaines, je faisais, il y a plusieurs fois où je doublais, donc je faisais jusqu'à ça m'arrivait de faire jusqu'à 12 entraînements dans la semaine. Donc c'est-à-dire, courir tous les jours 2 fois et 1 jour, ou 2 jours, on court qu'une fois, donc ça commence à faire beaucoup, notamment quand on est en stage et hem et donc ouais, là, je pouvais m'entraîner beaucoup et là, pour le marathon, bah, forcément, aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle qui est ultra chargée. Quand on fait plus de 50 à 60 heures par semaine, c'est impossible de enfin, faut essayer d'avoir un équilibre et donc aujourd'hui, le marathon, c'est plus que enfin, je le vois plus comme participer à mon équilibre personnel plutôt que de vouloir faire de la performance. Aujourd'hui, je pourrais faire, 120 bornes par semaine, mais derrière, je suis sûr de me blesser ou je suis sûr de enfin, je perdrais mon équilibre, hein, donc aujourd'hui, je peux pas du tout me permettre ça et je suis pas du tout, frustré de ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai une vie qui est épanouie, qui est équilibrée, donc j'ai pas envie de faire du marathon un objectif, prioritaire dans ma vie. OK. Est-ce que ça l'était été un petit peu au début? Est-ce que tu as voulu aller chercher quand même, voir un petit peu de quoi tu étais capable sur cette distance? Ou c'était, à partir du moment où tu es parti sur des distances marathon, tu t'es dit: «Bon OK maintenant, le sport c'est juste, plaisir et équilibre»? Non, tout de suite parce que j'avais créé déjà Road Motion Coach, qu'en 2018, la première pour mon premier marathon, j'avais déjà commencé à créer Road Motion Coach depuis 1 an et je travaillais beaucoup trop donc heu, donc non, très rapidement, j'ai bien vu que, bah, soit tu es fatigué, soit tu es blessé donc non, ça a toujours été, enfin, j'ai toujours, considéré ça comme, alors ça m'empêche pas de faire des performances qui sont exceptionnelles pour le commun des mortels, parce que je fais le marathon quand même en 2h23 donc c'est déjà des grosses perfs mais par contre, jamais je pourrais faire, moins de 2h15 avec un entraînement comme je peux avoir aujourd'hui et puis, OK. très, très concrètement, gagner 8 minutes et faire 2h15, enfin, je pense que j'en suis capable. En dessous, je sais pas, mais 2h15, je pense que j'en suis capable, mais voilà, c'est pas ces 8 minutes-là, ça va rien changer à ma vie et enfin, ça j'en fais pas du tout un objectif et c'est pas du tout ça qui va m'épanouir. C'est plutôt, tout ce qu'il y a autour dans une vie finalement, le sport, c'est un élément important dans une vie de coureur et de sportif. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'anime, au quotidien. OK. Il me semble que tu t'es aussi pas mal essayé sur, le trail, longue distance. C'est à peu près à la même période que tu prends goût aussi à cette pratique-là? C'est que tu as envie de diversifier ou ça arrive après? Oui, c'est ça, en même temps parce que en fait, je suis retourné vivre dans les Savoies, enfin, j'ai grandi en Haute-Savoie et là, maintenant, j'habite en Savoie. Donc pour les personnes, qui ne connaissent pas trop la région, c'est la même chose. En réalité, c'est assez proche, mais en tout cas, on habite en Chambéry, on a la chance d'avoir la nature juste à côté, on a les montagnes. On habite en plaine, c'est à seulement 250 mètres d'altitude, ce qui peut surprendre aussi, pas mal de personnes parce que souvent on confond Chamonix et Chambéry. Donc à Chambéry, on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est incroyable. On peut courir sur du plat, au long du lac du Bourget. On peut courir, dans les montagnes, on est très proche, enfin même sans prendre la voiture. Après si on va aller plus loin, aller un peu plus en altitude, on peut prendre la voiture aussi et donc permettait pour moi de faire du trail, ça permettait de m'évader le week-end, aussi en semaine et donc pour moi, c'était assez naturel de faire du trail et puis sur le trail, ouais, c'est vrai que c'est un événement, enfin c'est quelque chose qui est, enfin au niveau des entraînements, c'est un petit peu moins calibré donc c'est aussi, un peu plus au feeling. Donc forcément, on a aussi une trame, mais en tout cas, quand on fait des sorties en rando course, c'est on prend son temps et on se balade, quoi et donc ça permet aussi ça permet peut-être de déstresser ou ça permet aussi de penser à d'autres choses OK. et donc ouais, sur le trail, après, au début, je faisais des courses qui étaient très courtes, enfin des trails courts, donc format la première année, moins de 20 kilomètres. La seconde année, j'ai fait un premier 60 kilomètres, j'ai fait la 6000D et puis donc 4 ans après, là, j'ai fait l'UTMB en 2022 donc j'ai pu voir, donc un peu tous les formats du 10 kilomètres jusqu'aux 170 kilomètres et donc voilà, ça m'a permis de voir ce que c'est que aussi l'ultra trail, ce qui est très cool, mais après je prends aussi peut-être plus de plaisir sur des formats plus courts donc voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard à l'ultra trail, mais aujourd'hui, en tout cas, je reste sur des distances, plus raisonnables et je me fais plaisir sur des distances comme des 20 ou 30 kilomètres.
OK. Et aujourd'hui, comment du coup tu passes un petit peu de l'un à l'autre, de la route au trail? Est-ce que c'est un petit peu en fonction des envies du moment? Est-ce que c'est plutôt l'un l'hiver, l'autre l'été? Est-ce que c'est des pratiques qui se complètent entre elles selon toi? Comment est-ce que toi tu vois la chose? Souvent, j'essaye de participer à beaucoup de courses qui sont, en local, donc je vais chercher à prendre le moins possible la voiture pour aller faire des courses. Donc on a de la chance on avait le semi de Chambéry, qui était top. 10 kilomètres, ouais, il y a pas mal de 10 kilomètres dans le coin. Il y a les trails aussi, il y a de quoi faire. Donc ouais, en tout cas sur une année, j'essaye de donc là, cette année, je vais faire le marathon des JO pour tous. Enfin, le marathon pour tous des JO. Donc comme ça, je vais me focaliser un peu plus sur le marathon, là, cet été et donc délaisser un petit peu le trail, mais j'y reviendrai probablement l'année prochaine et souvent j'essaye de faire, l'été le trail et puis printemps, automne, de la route. OK. En parlant du marathon des JO du coup, comment est-ce que tu vois la chose? Enfin, comment est-ce que tu appréhendes, l'entraînement, la course? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que, en fonction des prépas, tu vois, tu suis toujours un petit peu la même trame pour chaque prépa marathon? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Comment ça se passe? Alors déjà, je m'entraîne avec l'application, Run Motion Coach, ce qui est le cas depuis, quelques marathons. Parce que je suis tellement convaincu dans le produit, dans le service, que nous avons conçu et derrière, c'est moi qui crée les algorithmes, donc j'ai pleinement confiance en ça. Heu, Toute la préparation qui est derrière, donc j'essaye de suivre le plus possible et puis, là, spécifiquement pour le marathon pour tous, j'ai été reconnaître là pendant le marathon de Paris, parce on était sur le salon du marathon de Paris avec l'équipe de Road Motion Coach. Donc j'ai pu voir ce que c'était et donc c'est quand même un marathon qui est hyper exigeant. Du kilomètre 14 au kilomètre 20, c'est que de la montée. Donc pendant 6 kilomètres, ce sera jamais plat sur ces 6 premiers kilomètres, enfin sur ces 6 kilomètres, à un moment un peu clé du marathon, il faut être quand même assez relâché. Donc on peut arriver déjà au kilomètre 20 si on n'a pas fait attention, on peut arriver déjà un peu cramé, ce qui est pas très bon signe. Donc il faudra être hyper vigilant sur cette partie du 14e au 20e kilomètre. Il faudra essayer d'être le plus relâché possible et puis il y aura surtout une grosse côte aussi au 29e kilomètre avec, je crois plus de 800 mètres à 15. Donc ça va piquer les jambes et donc je pense que je vais essayer de faire beaucoup des sorties longues, sur des terrains qui sont très vallonnés, donc comme ça permettra de m'habituer à courir dans les montées et puis aussi à être le plus relâché possible dans les descentes. Mais en tout cas, c'est sûr que le plus gros challenge, ce sera celui-ci, plus la chaleur. Bon là, on a de la chance, en avril, pour l'instant, on n'a pas encore les grosses chaleurs, mais c'est vrai que l'entraînement, en juillet, août, ça c'est parfois un peu difficile aussi, il faut y aller soit très tôt, soit très tard le soir. Donc on va voir. Je pense que je vais surtout essayer d'inclure, pas mal de PPG comme j'ai pu le faire là sur la préparation du marathon de Londres et donc ça permet aussi de c'est un outil qui est très important pour le marathon et pour le trail et d'autant plus pour le marathon pour tous où il faudra faire de la PPG 1 à 2 fois par semaine pour arriver prêt musculairement pour le marathon pour tous. OK, c'est intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus sur la PPG justement? Toi, comment est-ce que tu intègres, tes séances, enfin ces séances-là à ton entraînement et pourquoi c'est important selon toi? Alors, on a sorti un nouveau module, dans l'application Road Motion Coach, on l'a sorti, en octobre. Donc là, il y a juste à faire play, donc c'est plutôt cool parce qu'on se pose pas trop la question. On voit toute la liste des exercices, donc il y a c'est en plus, c'est couplé au plan d'entraînement, donc il y a beaucoup de retours, ultra positifs des utilisateurs de l'application. Donc on se pose pas de questions, on a juste, il y a beaucoup d'exercices de jambes, mais il y a aussi des exercices de bras, d'abdominaux. Donc ça permet d'avoir, quelque chose d'avoir un corps qui est harmonieux et qui permet d'avoir une foulée qui est efficace. Donc ouais, il y a plein d'exercices à faire, et justement, je pense que la PPG, ça peut être un peu routinier quand, on n'a pas forcément un programme bien précis. Et donc justement, le fait d'avoir, ce programme-là, il y a juste à suivre le coach. D'ailleurs, c'est mon frère Romain qui a servi de mannequin pour la vidéo, donc à chaque fois, j'ai l'impression de faire la séance avec lui, c'est marrant. OK. Pour ce marathon-là, du coup, pour avoir un ordre d'idée, ça représente à peu près quelle fréquence d'entraînement, quel volume pour toi aujourd'hui? Alors moi, souvent, dans les prépas marathons, je m'entraîne, 6 fois par semaine. Enfin, je fais 6 entraînements de course à pied. Là, vu que c'est l'été, je pense que je rajouterai, enfin, je pense que je vais en faire peut-être que 5, mais je mettrai un entraînement à vélo et puis, une séance de PPG ou 2 séances de PPG par semaine. Donc en volume, un volume de course à pied, ça fera environ 80 à 100 kilomètres.
Pareil là, c'est parce que d'un point de vue professionnel, je peux pas vraiment faire plus, même si, j'aimerais pouvoir peut-être, enfin, je pense que pour faire une prépa marathon aboutie et viser des chronos, autour de 2h20, il faut quand même, se rapprocher des 100 kilomètres. Mais en tout cas, c'est plus des contraintes personnelles qui font que je pourrais pas m'entraîner plus. Et après, je reste aussi persuadé que pour des coureurs amateurs qui visent, plus que 2h40, ce qui environ 80 kilomètres par semaine, ça peut largement suffire. Il y a pas besoin de faire, des centaines de kilomètres enfin, c'est ce qu'on voit avec, des amis qui sont assez proches, les coureurs qui font autour de 2h40 au marathon. Parfois vouloir faire absolument plus de 100 kilomètres, ça peut aussi mener aux blessures. Donc, faut essayer de s'écouter le plus possible et puis d'être, hyper progressif dans la charge d'entraînement qu'on rajoute, préparation après préparation. OK. Selon toi, en termes de justement au niveau de la performance et du volume d'entraînement qui est associé à la performance, à quel point on va dire comment dire? C'est dû aux années d'entraînement et à quel point c'est dû à, on va dire, le talent inné de la personne? Je pense qu'il y a en tout cas dans le talent inné, je pense qu'il y a un talent, par rapport, aux capacités de travail. Je pense que c'est le cas, professionnellement aussi. Mais je pense que c'est aussi le cas d'un point de vue athlétique. On peut avoir des très grandes qualités, de base, enfin, dire des qualités intrinsèques de vitesse, par exemple, des qualités d'endurance. Mais par contre, on peut très bien ne pas avoir des qualités de travail ou avoir cette mentalité de s'entraîner, de manière efficace. Et donc je pense que tout le monde a des qualités, au fond de lui et puis, après c'est à nous de les exprimer. Mais souvent on a des profils soit plutôt axés vitesse, soit profils plutôt axés endurance. Donc après il faut aussi choisir des distances, notamment, faut pas oublier qu'en course à pied, il y a aussi des distances de sprint et il y a des personnes qui s'éclatent et qui excellent dans les distances de sprint. Et donc, peut-être qu'il y a des marathoniens aussi qui se mettent sur le marathon parce qu'ils ont cette envie-là ou des fois c'est aussi pour faire bien, mais parfois on peut aussi, nos propres qualités sont peut-être plus destinées à la vitesse ou à l'explosivité. Donc après faut faire aussi en fonction de ses envies. Il faut pas forcément se dire, «Tiens, je suis bon en endurance, je vais me mettre sur le marathon». Je reste persuadé qu'il faut que ça soit une volonté, assez forte et puis, une volonté intrinsèque de se mettre sur une distance ou de tenter un nouvel événement. OK. Niveau adaptation à la chaleur, tu nous as dit donc que le marathon des JO sera l'été. Est-ce que enfin, tu adaptes tes entraînements, tu fais en sorte de te préparer à ça ou pas forcément? C'est juste, une donnée que et tu improviseras en temps voulu? Heu, ouais, non, ça va être, ben, si, il faudra quand même essayer de courir un peu à la chaleur. En tout cas, il faudra boire régulièrement. Peut-être qu'un des gros challenges, ça peut être justement au niveau digestif, parce que s'il fait chaud, en fait, on peut surchauffer quand même plus facilement, donc il faudra aussi bien boire. Hem, je pense que cette notion-là, justement, de nutrition est super importante sur le marathon, mais je pense que ce sera encore plus le cas, sur le marathon pour tous. Et puis après, il y a aussi des personnes qui sont plutôt du matin. Alors dans ce cas-là, il faut aussi, de temps en temps les courir le soir. Il faudra essayer de bien dormir, l'avant-veille de course, parce que c'est souvent l'avant-veille de course que ça se joue. Peut-être essayer de faire une sieste aussi en début d'après-midi. Il faudra manger aussi, en début de soirée, enfin peut-être, si le départ c'est à 21h30, il faudra peut-être manger à 18h30, il faudra pas trop manger. Donc ça, c'est des choses où on est finalement pas trop habitué, parce que la plupart des courses, c'est le matin. Donc faut essayer peut-être un soir, peut-être, 3-4 semaines avant, ben, d'aller courir à 21h, voir ce que ça donne et puis après les sensations aussi de nuit sont un petit peu différentes donc ce sera à tester. En tout cas, je pense que faut pas faire toute la préparation. En tout cas, c'est ce qu'on recommande aussi ouais, si on fait du trail, c'est de refaire, enfin de faire une séance spécifique, peut-être à 3 semaines de la course, mais ça sert à rien de se rajouter trop de fatigue parce que notamment, par exemple, sur la Saint-Élion, on recommande pas forcément vu que la course a lieu de nuit, on recommande pas forcément d'aller faire tous les entraînements de nuit, mais une partie, notamment faire une répétition, ouais, 3 semaines avant la course. Ça, je pense que c'est une bonne stratégie pour s'habituer et puis comme ça, le jour de la course, on sait à quoi s'attendre. OK. Parmi toutes les courses que tu as faites, que ce soit les plus récentes ou quand tu étais athlète de haut niveau, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu as un meilleur souvenir de course? Ouais, oui, il y en a plein. C'est difficile de choisir. Alors sur la piste, forcément, ouais, il y a plein de bons souvenirs. Souvent, je pense que les bons souvenirs pour moi,
c'est pas forcément quand je m'y attends le plus, mais c'est plus quand c'est un peu la surprise. Hem, donc je me rappelle de pas mal de courses où finalement j'arrivais dans les championnats, j'avais pas forcément beaucoup on va dire d'attente. Normalement, tu arrives avec le 20e chrono, donc tu te dis: «Tiens, je vais finir, enfin, je viens pour participer au championnat et puis je vais pas viser grand chose». Mais par contre, des fois, ça m'arrivait de surperformer. Je suis plutôt quelqu'un, enfin, pour qui l'enjeu, ça me booste et ça me permet de me surpasser et donc pour certains, c'est un peu l'inverse et si on est favori, ça peut mettre un peu trop de pression. Mais en tout cas, moi, j'ai cette capacité-là et donc si j'ai un exemple, en tête, par exemple, c'était quand j'étais junior, par exemple, sur le 800 m, je m'étais qualifié à mes premiers chemins de France élite. Donc c'était, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, c'était déjà une grosse enceinte. Donc courir là-bas, je me suis dit: «Tiens, c'est absolument génial». Donc c'est série le samedi et finale le dimanche. Et donc j'arrivais, avec le dernier chrono désengagé, donc sur 16 coureurs, normalement j'aurais dû finir, dernier de ma série presque. Puis finalement, un peu la surprise générale, j'arrive à me surpasser et je me qualifie en finale. Et donc comme ça m'a permis de recourir une deuxième fois au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Donc grosse expérience et donc bon, en finale, par contre, j'ai pas réussi à créer la surprise, mais en tout cas, ça m'a permis de voir que ouais, il fallait croire en ses chances et puis j'ai toujours essayé de justement de pas poser trop de questions. Je me rappelle aussi des chemins de France élite, sur 1 500 m. J'avais fini, 5e de la course. Il y avait Maïdine Mekhissi, je crois qu'il y avait Bob Tari aussi, il y avait Florian Carvalho, donc les tout meilleurs français et puis, même des médaillés olympiques et puis, finalement, à 100 mètres de l'arrivée, j'étais en deuxième position, j'ai cru que j'allais gagner, mais finalement la dernière ligne droite, a eu raison du podium et je finis 5e et donc j'ai toujours essayé de jouer pleinement mes chances. OK. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des pires souvenirs de course, j'ai envie de dire des grosses désillusions, des déceptions que tu as vécues? Hem, ouais, oui, par exemple, en fait, voilà, il y a un exa il y a la course, c'est une illustration parfaite. Par exemple, là, quand je l'avais dit tout à l'heure que j'avais fait 3:58, 38 au mile à Boston. Donc ça, par exemple, pour moi, c'était la course parfaite parce que j'avais gagné la course, j'avais gagné avec, plus d'une seconde et demie d'avance. Il y avait une ambiance de dingue dans la salle parce que, à Boston, le mile, c'est une discipline qui est incroyable, c'est 1 609 mètres. Et puis, pour tous les coureurs, passer sous les 4 minutes au mile, c'est un exploit qui est incroyable. Notamment dans le développement personnel, on entend souvent parler des moins de 4 minutes au mile, une barrière qu'on pensait infranchissable et en 1954, Roger Bannister a cassé cette barrière, mentale et donc là, Boston, c'était une course qui était incroyable, une ambiance de dingue. Je gagne la course et puis, donc gros pour moi, c'était énorme. Je franchis la ligne d'arrivée et puis, forcément, je vais regarder le chrono et puis après, grosse déception parce qu'il manquait, 38 centièmes pour me qualifier et puis donc ouais, ça, c'est peut-être, ma dernière désillusion sur piste et puis c'est ce qui m'a permis je me suis dit: «Tiens, faut que je passe à autre chose» parce que ouais, voilà, OK. c'était le temps de passer à autre chose. OK. Et d'un autre Aujourd'hui, côté, est-ce c'était incroyable et super expérience donc ouais, donc des fois, on peut gagner une course et j'avais battu mon record sur le mile et puis finalement, c'était peut-être une de mes plus grosses déceptions. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs un peu plus long terme, des courses un petit peu mythiques sur lesquelles tu voudrais t'aligner ou autres d'ailleurs? Hem, non, pas spécialement en tout cas, après j'ai été finisher de l'UTMB, j'ai participé au marathon de New York, donc peut-être le marathon de Boston parce que c'est là où presque tout a commencé. Je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de participer au marathon», donc si j'ai envie de faire le marathon de Boston. Mais après non, en tout cas, j'ai eu la chance déjà de faire pas mal de choses donc j'espère en tout OK. cas de continuer à courir longtemps et puis, l'année prochaine, je vais passer en master parce que donc j'ai fait toutes les catégories, depuis poussin jusqu'en senior et donc l'année prochaine je vais passer, j'aurai 35 ans l'année prochaine donc ce sera l'occasion de partir dans les catégories master donc peut-être que ça me donnera envie de retourner sur la piste à voir. OK. Qu'est-ce que la course à pied, la pratique de la course à pied, du trail, t'apporte, dans ton quotidien? Tu y as un petit peu répondu tout à l'heure en faisant le parallèle avec l'entrepreneuriat,
Mais est-ce que voilà, quelles sont un petit peu les leçons globales que tu retires et qui te servent dans ta vie de tous les jours? C'est l'école de la vie, la course à pied, à à plusieurs titres. Déjà, ça apprend l'humilité. Tu peux te dire, tu peux te voir, tu peux te voir beau, mais par contre, le jour de la course, ben, souvent, tu vas te trouver meilleur que toi. Donc je pense que c'est une super école pour ça. Après, ça permet de gagner confiance en soi. Il y a beaucoup de témoignages qu'on reçoit, à travers, Run Motion Coach où on peut avoir, une vie un peu, il y a pas mal de personnes qui ont des parcours un peu difficiles, par exemple. Et donc la course à pied aussi, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose, c'est des objectifs qu'on se fixe nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est imposé. Et donc moi, je vois la course à pied comme étant aussi un chemin de liberté. On peut passer, des très bons moments aussi. Alors parfois on aime bien courir en groupe, on aime bien discuter, ça permet de socialiser. Notamment quand j'ai été à l'étranger, donc j'ai fait une année d'Erasmus à Birmingham, au Royaume-Uni. Et donc c'était incroyable parce que la course à pied m'a permis de vivre dans une colocation avec 7 autres coureurs, par exemple, et donc de sociabiliser avec, 7 coureurs, anglo-saxons. Et donc finalement, on se rend compte qu'on a tous une passion commune, et partager une passion comme ça, c'est assez fort, et ça permet de s'intégrer plus facilement. Donc la course à pied, ça permet tellement de choses. Je sais pas ce que serait ma vie sans le sport et sans la course à pied, mais en tout cas, aujourd'hui, ça me permet de rencontrer plein de personnes, inspirantes, de partager ça. Et puis je pense que ça apprend aussi, l'humilité, une certaine bienveillance aussi, parce qu'on peut être fort, on peut sentir bien l'entraînement aujourd'hui, demain sentir moins bien. Donc ça apprend aussi qu'il faut toujours persévérer, et puis jamais rien lâcher. OK. En parlant de partage, j'ai vu que tu avais écrit un livre assez récemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Comment t'en es venu à l'écrire? Et de quoi ça parle? Non, ça s'appelle Ma Bible du running, du trail et du marathon. Donc j'ai été contacté par une maison d'édition pour écrire ce livre, et j'avais toujours eu, dans un coin de ma tête, l'envie d'écrire un livre. Donc finalement c'est bien tombé. Donc je crois beaucoup aussi finalement aux opportunités qu'on a, donc là fallait la prendre. J'ai notamment, en fait, moi j'ai une formation d'ingénieur à la base, mais j'ai appris à coacher, au contact de mes 2 premiers entraîneurs, et aussi, beaucoup en lisant. Donc je me suis dit: «Bah tiens, ce serait aussi, l'occasion de partager ma vision de la course à pied». Donc ça se veut être une bible. Donc il y a 336 pages, avec des formats assez divers, enfin en tout cas des thèmes abordés qui sont très divers. Ça commence par, un peu par l'histoire du running, parce que c'est une histoire qui est très riche. Je crois que tu l'as déjà abordé un peu dans le podcast, mais c'est vrai que dans les années, 70-80, courir, c'était encore assez bizarre, notamment pour les femmes qui n'avaient pas le droit de participer à des marathons, par exemple, jusque dans les années 70. Donc finalement, on pense que la course à pied, c'est quand on pense à l'homme préhistorique, tu te dis, «Tiens, on court depuis la nuit des temps». Mais en fait, d'un point de vue sociétal, c'était pas toujours très bien vu. Tu avais le droit de courir si tu étais un sportif de haut niveau. Si tu participais aux jeux olympiques, c'était OK, mais par contre, si tu voulais courir pour ton loisir, tu étais pris pour un fou. Et donc finalement, la course à pied, c'était un des derniers droits qu'on a acquis, donc ce qui peut paraître complètement fou, mais c'est le cas. Hem, donc oui, donc même le droit de vote, j'ai vu que c'était les 80 ans, il y a pas très longtemps, du droit de vote en France. Donc c'était même c'est plus récent que le droit de vote, par exemple. Donc 1re partie, donc sur cette partie historique. Après, il y a une partie sur la science du running. Donc j'essaye de vulgariser cette partie-là pour, rendre ça compréhensible. Il y a une partie sur l'entraînement. Pourquoi est-ce qu'on fait tel entraînement? Pourquoi est-ce que c'est important de faire l'endurance fondamentale, de faire du fractionné? Il y a une partie sur, l'hydratation, sur la nutrition. J'essaie de donner des conseils pour avoir une alimentation la plus saine possible, et en particulier quand on arrive proche d'une course. Et puis après, à la fin, il y a quelques plans d'entraînement aussi pour des coureurs qui aimeraient avoir des plans d'entraînement. OK. Tu nous as dit que tu étais le cofondateur de Run Motion Coach aussi. Donc on a un petit peu parlé. Est-ce que tu veux nous expliquer comment est né ce projet-là?
C'est avec mon frère Romain. D'ailleurs, on est très, très complémentaires parce qu'on est frères jumeaux, mais dans l'entreprise, on n'a pas du tout les mêmes rôles puisque Romain, il a une formation en finance. Donc moi, c'est plutôt la partie ingénierie et lui, c'est plutôt la partie financière et commerciale. On se complète, beaucoup. Donc en fait, c'était pendant un footing, on a eu, l'idée de créer un service qui, permette à chacun de progresser en course à pied. Tout simplement parce que Romain, lui, il avait des collègues, avant il travaillait en banque, il travaillait au Crédit Agricole et en fait, il y avait des collègues qui avaient envie de progresser en course à pied, participer à leur premier 10 kilomètres, à leur premier trail et puis moi, de mon côté, j'avais, des potes qui voulaient courir le marathon en moins de 3 heures. Donc on s'était dit: «Bah tiens, ils ont besoin d'un service». On leur donnait des petits plans d'entraînement comme ça sur un tableur Excel et on voyait que c'était compliqué à suivre parce que rarement on arrive à suivre tous les entraînements qui sont prévus. Ils étaient un peu perdus. Souvent aussi sur les plans d'entraînement qu'on trouve sur internet, c'était marqué des pourcentages de VMA, des pourcentages d'UFC. Donc tu t'embrouilles entre les 2, tu sais pas des fois c'est marqué pourcentage de VMA, pourcentage d'UFC. Donc c'était, finalement assez compliqué de suivre un plan d'entraînement facilement. Donc on s'est dit: «Bah tiens, on va créer un service, qui permette à chacun de progresser en course à pied». Et puis nous, on a à cette époque, on avait déjà 18 ans de pratique en club et donc on s'était dit, on avait vu, ce qui se passait dans les clubs et donc très souvent quand tu es un coureur débutant, que tu veux faire le 10 kilomètres en moins de 50 minutes, ce qui est déjà un objectif qui est super bien et ben, souvent c'était pas très bien accueilli dans ces clubs-là. Donc c'est peut-être pas le cas partout en France, mais en tout cas, nous, on avait un peu cette expérience-là, puis on s'est dit, alors certes, on a une pratique, de sportif de haut niveau, mais par contre, on a toujours voulu partager, avec tout le monde, quel que soit son niveau et donc souvent, j'ai même peut-être même plus de points communs avec quelqu'un qui court le marathon en 4 heures qu'avec des coureurs qui font le marathon en 2h12 et pour qui la course à pied, c'est toute leur vie. En tout cas, moi, je trouve des fois plus de points communs avec des personnes qui ont une vie, plus équilibrée ou plus, ouais, ou plus normale, on va dire. Donc voilà, le but, c'était de démocratiser l'entraînement pour tous, quel que soit son niveau et quels que soient ses objectifs. OK. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi les 1res étapes à partir du moment où vous avez l'idée, jusqu'au moment où, ça se concrétise, où vous avez vraiment une version de l'application? Alors ça fait à peu près il s'est passé à peu près 1 an et demi, entre le moment où on a eu l'idée, donc c'est assez rapide mine de rien, entre le moment où on a eu l'idée et puis le moment où la première version est sortie. Bah, en fait, comment ça se passe? C'est qu'au début, on a cette idée-là, donc on essaye de développer le concept. On interviewe des coureurs proches, on a interviewé une quinzaine de personnes, par exemple, pour voir, quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs points de friction, les choses qu'on pouvait leur apporter et donc on s'est dit assez rapidement donc il y avait quelques applications qui existaient déjà sur le marché, on n'était pas les premiers. Mais on s'est dit: «Bah, nous, on peut faire mieux et puis on peut, surtout, alors moi, à cette époque, à la base, je suis ingénieur en génie mécanique, mais je codais déjà un petit peu. Donc je me suis dit: «Ben, ouais, je crois que je peux le faire». Donc heu, donc on s'est dit, après on était peut-être un petit peu fou aussi de se lancer dans l'aventure parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même, c'est un univers qui est, heu, qui est super passionnant, mais qui est quand même, qui est ultra dur, quoi, parce qu'il faut vraiment avoir tous les, enfin, faut être bon du des RH jusqu'à la technique, par exemple, donc c'est des domaines qui sont hyper larges et donc pas forcément ça permet de sortir de sa zone de confort comme la course à pied aussi permet, quand on se lance sur le marathon, on sort aussi de sa zone de confiance. Donc je pense qu'on a toujours eu cette idée d'avoir le service le plus abouti possible tout et en ayant en tête et en ayant, de manière très ancrée dans l'entreprise, cette vision du service pour les coureurs et on veut pas être, un service parmi tant d'autres. On veut incarner ce que c'est que la passion de la course à pied et donc je pense que c'est ce qui fait aussi la différence et la richesse de Redemption Coach, c'est qu'on voit que le service est conçu par des personnes qui sont passionnées de course à pied et on rajoute, sans cesse, tous les 6 mois, on essaye de rajouter des nouvelles fonctionnalités phares comme la PPG là qui est sortie à l'automne, 2023 et donc on a toujours, cette notion d'innovation. Je sais qu'on regarde jamais trop ce que font les autres parce que nous déjà on a une vision qui est forte et puis on a envie d'innover sans cesse. OK. Au démarrage, tu nous dis qu'il y avait quand même déjà certaines, applications disponibles sur le marché. Tu pensais pouvoir faire mieux. C'était quoi les principales innovations au départ? Qu'est-ce que tu as réussi à apporter de nouveau par rapport à ce qu'il y avait déjà? Alors, nous quand on s'est lancé donc en 2018 donc il y avait, Runkeeper donc qui est une application de tracking à la base, mais qui propose aussi des plans d'entraînement, figés. Donc nous on trouvait ça
un peu stupide de devoir choisir un 10 kilomètres, et avoir une préparation sur, 12 ou 16 semaines. Donc, ça, on n'a jamais compris pourquoi est-ce que des services, peuvent proposer, quelque chose d'aussi fermé, en fait, enfin d'aussi bloqué, quoi, enfin, il y a zéro personnalisation, en fait. Parce que 12 semaines, enfin, ça veut dire qu'il faut calculer avant le marathon pour tous, tiens, quand est-ce que va tomber la 12e semaine? Qu'est-ce que je fais avant? Tiens, finalement, j'ai pas pu commencer la première semaine, qu'est-ce que je fais? Je suis perdu, quoi. Donc, nous, tout de suite, on s'est dit: «Bah, en fait, on va faire sauter cette limite, d'un entraînement sur X semaines». Donc tu rentres ton objectif quand tu veux. Et puis on propose directement un entraînement. Donc si tu rentres en entraînement, si ton marathon il a lieu dans 5-6 mois, donc c'est pas le but de te faire travailler tout de suite, ta prépa marathon. Mais par contre, avant, on va te faire travailler un peu plus de vitesse, un peu plus de fractionné. Donc ça, c'est une vision qui était déjà très forte. Et puis notamment quand nous, on est dans des clubs, on ne raisonne pas du tout en termes de semaines d'entraînement. C'est un peu plus, sur une programmation sur toute l'année. Donc il y avait ça qui existait. Enfin, c'est déjà, on a innové un peu là-dessus. Il y avait je pense qu'il y avait déjà des services qui existaient, qui avaient pas cette limite-là, mais en tout cas, c'était pas forcément les services les plus connus. Hem, Après, il y a aussi souvent, il y avait des pourcentages de VMA, pourcentages de FC ou comme je disais tout à l'heure, on est perdu. Donc, nous, tout de suite, on a remplacé avec un système qui est hyper fiable parce que, pareil, souvent le pourcentage de VMA, déjà enfin ça ignore que les coureurs ont une endurance. Et donc, par exemple, pour 2 coureurs qui font le 10 kilomètres en 40 minutes, il y en a un qui va faire 3h05 sur marathon et l'autre qui va faire, 3h30. Tout simplement parce qu'on n'a pas du tout la même endurance, suivant les coureurs. Donc nous, tout de suite, on a pris en compte aussi ce paramètre de l'endurance et là, on a complètement innové parce que la plupart des plans d'entraînement, c'était basé uniquement sur la VMA. Et donc moi, c'était avec mon travail de recherche que j'ai fait à Boston, au MIT, où j'ai compris, mieux que quiconque, quelle était la relation entre VMA et endurance. Et donc ça a permis, à partir de résultats de course, de calculer, l'endurance de chacun. Et ça, c'est un paramètre qui est hyper important dans la préparation des coureurs. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail justement comment est-ce que tu fais pour, adapter le plan en fonction de chaque personne? Quelles sont les informations dont tu as besoin, enfin quelles sont les informations que tu recueilles au moment où la personne s'inscrit? Est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette partie-là? Au tout début, sur la partie onboarding, donc il y a un chatbot où en fait on demande, il y a une petite conversation avec le coach. Ça aussi, c'était une de nos innovations parce qu'à l'époque, on interagissait avec nos coachs respectifs, sur WhatsApp. Donc on s'est dit: «Bah tiens, on va essayer de répliquer un peu ce format conversationnel, on va essayer de le répliquer dans l'app». Donc, dès 2018, il y avait, ces conversations directement dans l'application, ce qui permet de demander, ça permet d'instaurer aussi une relation un petit peu plus proche. On a mis une personnalité avec les coachs, on a mis une personnalité, du coach positif avec Joy, on a mis un coach autoritaire avec Philippe et un coach, heu, philosophe avec Socrate. Donc ça, OK. c'est la partie enrobage, qui va bien parce qu'en fait aussi dans la partie coaching, d'une part, il y a le plan d'entraînement, pur et dur. Donc ça, c'est la partie, on va dire, technique, mais après il y a la partie aussi psychologique. Ça, c'est hyper important. Et on peut avoir des coachs qui sont super bons techniquement et très mauvais psychologue ou vice versa. Et donc, nous, on avait envie aussi d'avoir, cette partie-là qui est hyper importante. Pour réussir, il faut se sentir bien avec son coach, faut avoir confiance avec son coach. Et donc, ça, c'est une part importante. Et donc pour revenir à la question donc on prend en compte, sur l'expérience du coureur. Donc là, il nous rentre dans l'onboarding. Après, il rentre ses objectifs, donc objectif principal. Après, il peut rentrer des courses de préparation. Donc parce que souvent quand on fait un marathon, on aime bien se rassurer avec un semi-marathon 3 semaines ou 4 semaines avant. Donc ça aussi, c'est dès le début, on l'a intégré. Et ça, je pense qu'on était dans les premiers à le faire, de rajouter ces courses de préparation. Et donc on prend ça en compte, on prend en compte les préférences d'entraînement. Donc la personne nous dit combien de fois est-ce qu'elle veut courir dans la semaine, parce que, il y a que toi qui sais, combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine. Tu peux rajouter aussi des sports croisés, donc PPG, vélo et natation. Donc la natation qui est arrivée, pareil à l'automne. Et donc ça permet d'avoir un entraînement qui est le plus complet possible, le plus varié possible. Et notamment en trail, c'est vrai qu'on aime bien aussi faire du vélo régulièrement. Donc il y a un entraînement qui est le plus adapté possible et on prend aussi en compte, les séances réalisées par les coureurs. OK. Pour revenir sur, les coachs, les 3 coachs justement, du coup, c'est juste, dans la manière d'interagir qu'il y a des différences ou c'est vraiment dans la manière de concevoir les plans aussi où il peut y avoir des variations? C'est surtout la présentation et surtout, Ouais. dans l'enrobage en fait, ça permet
d'avoir un coach qui correspond plus à ton tempérament, heu, donc ouais, c'était des, c'était je pense que c'est assez cool, ouais, d'avoir ces tempéraments un peu différents et on se rend compte, notamment quand on va sur les salons que les gens ils disent: «Ah tiens, tiens j'aime bien mon coach Philippe» ou «J'aime bien mon coach Socrate». Donc heu, donc après, dans les retours qu'on a eu aussi, c'est que parfois les conversations c'était un peu redondant, donc on a un peu plus édulcoré, on l'a mis un petit peu moins le coach maintenant. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même quelque chose, enfin qu'on va garder. Là, il y aura une nouvelle version majeure de l'application qui va sortir, avant l'été, 2024, donc on va voir, enfin je vous laisserai la surprise de découvrir ça, à l'été 2024. OK. Est-ce qu'il y a quand même des, comment dire? Un cadre qui est posé? Est-ce qu'il y a des limites, qu'on peut pas franchir? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit, «Bah, OK, moi je veux faire un marathon, mais par contre je peux m'entraîner qu'1 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine». Est-ce que, il y a un moment où on va lui dire: «Bah, ça va être, ça risque d'être compliqué» ou est-ce qu'il Ouais, y a de le liberté minimum, totale? le minimum, nous, c'est 2 fois par semaine, OK. parce que pour progresser en course à pied, si on fait qu'une fois dans la semaine, ce sera pas suffisant. Donc 2 c'est le strict minimum. Après, quand on prépare un marathon, de mémoire, je crois qu'on c'est minimum 3. Et après, en fait, on recommande quand tu choisis tes jours, en fait, tu un encart en haut qui te dit, tu on te recommande de courir entre 4 et 6 fois par semaine, par exemple. Enfin, en tout cas, de faire 4 à 6 entraînements, donc tu choisis, on te dit, dont, 1 à 2 fois à vélo, par exemple, ou 1 à 2 fois en PPG. Donc notamment, si tu prépares un ultra trail, on va plutôt te dire une fourchette de 5 à 7 entraînements, peu importe que ça soit du vélo ou de la course à pied, mais en tout cas, faut un volume. Quand on prépare un UTMB ou quand on prépare, un trail long, il faut quand même avoir au moins 10 heures d'entraînement dans la semaine et donc ça fait partie des préconisations qu'on donne. Après, si la personne, elle veut mettre que 2 entraînements, bah, on va quand même lui proposer un truc sur 2 entraînements, mais après, faut pas non plus être complètement bête dans l'utilisation de l'application. Des fois, il y a des personnes qui peuvent nous dire, «Oui, j'ai choisi cet entraînement, vous m'avez mis cet entraînement», mais après, si tu les demandes, ben, enfin, faut être aussi, enfin, faut l'utiliser de manière quand même intelligente, quoi. C'est sûr que sinon, tu peux paramétrer n'importe quoi et puis, forcément, tu as n'importe quoi, mais si tu as une utilisation qui est normale, tu arrives à avoir un entraînement qui est normal et tu réussis ton entraînement, enfin, tu réussis ton objectif. OK. Est-ce que c'est la personne qui choisit son objectif de temps ou est-ce que c'est vous qui donnez une estimation réaliste en fonction des données qu'elle a transmis? C'est la personne qui choisit. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas envie de brider une personne, on n'a pas envie de la frustrer parce que si tu lui dis, donc il y a quand même une limite, donc on va dire, si tu je crois que je sais plus, je crois que c'est 5. Si on estime que tu vas faire par exemple, 50 minutes sur le 10 kilomètres et que tu rentres, 46 minutes, je crois que c'est OK. On va pas te mettre de message d'avertissement, mais par contre si tu mettais, 44 minutes, tu aurais un message qui va te dire, «OK, je t'entraîne pour ça, mais par contre, enfin». C'est un petit message d'avertissement pour te dire, que tu as peu de chances d'y arriver. Mais donc la limite, elle est quand même assez large. Enfin, en tout cas, on veut pas trop briser les personnes et puis après, souvent, quand c'est un premier marathon, bah, les personnes, elles disent qu'elles veulent juste être finisher et donc après, on leur propose des allures d'entraînement qui sont basées sur leur profil et pas forcément sur le chrono cible. Donc OK, ce sera quand même personnalisé avec les allures, avec la VMA qu'on aura calculée et l'endurance qu'on aura calculée du coureur grâce à ses résultats passés. OK. Et après pour tout ce qui est, séances complémentaires, donc tu nous as dit il y avait séance PPG et entraînement croisé, sur d'autres, sports portés. C'est des options que la personne peut rajouter, autant qu'elle veut ou c'est quelque chose qui est inclus dans le plan? Enfin, par exemple, on peut choisir un plan, uniquement en course à pied ou un plan avec, plus de séances? Comment ça se passe? Alors le gros avantage, c'est qu'on peut aussi changer en cours de préparation. Si par exemple on s'est dit, «Tiens, je vais commencer avec, une séance à vélo, puis finalement je peux plus faire de vélo», donc ça tu peux changer en cours de préparation. Donc c'est pas forcément, enfin c'est pas du tout, c'est hyper évolutif justement. Ça permet de changer si même, là il y a une nouvelle version qui va sortir où on pourra dire: «Tiens, je pars une semaine en vacances», par exemple, donc soit je vais en faire moins, soit je vais en faire plus, parce qu'il y a les 2 cas qui se présentent. Donc le but, c'est de personnaliser le plus possible ou alors, ça va arriver aussi dans la prochaine version si on est blessé, ben, donc on va dire, «Je veux réduire l'entraînement» ou alors si le médecin ou le kiné a dit: «Bah, tu ne cours plus», tu vas dire: «Bah, je vais mettre en pause la partie course à pied». Donc là, l'idée, c'est d'avoir, la personnalisation la plus aboutie au possible et puis, surtout, ben, voilà, quand tu fais une préparation sur 6 mois, c'est rare que tu puisses t'entraîner tout le temps, 5 fois dans la semaine.
Peut-être que sur une période, tu pourras faire que 4, peut-être qu'une période, tu pourras faire 6. Donc le but, c'est que ce soit le plus évolutif possible et que ce soit le plus, optimisé en fonction de ta vie personnelle. OK. Et comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer, l'application dans les années à venir? Très bonne question. En tout cas, aujourd'hui, on arrive sur un service dont on est très fier. C'était pas forcément le cas la 1re ou la 2e année, on savait qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a un service qui est, je pense, alors je suis pas objectif, mais qui est, je pense, le plus abouti sur le marché, et de loin, je pense, mais donc on a quand même envie d'aller encore un peu plus loin dans la personnalisation et donc on va aller plus loin là-dessus, notamment je fais aussi une annonce, pour la sortie de l'été, donc il va y avoir la prise en compte des cycles menstruels pour les femmes et donc moi ce que je remarque quand même en France, c'est que, autant aux États-Unis sur un marathon, il y a 45 de pratique au féminin. 45 c'est quand même beaucoup, on est proche de la parité, mais par contre en France et en Europe, on en est très, très loin. Sur le marathon de Paris, on était à 27 je crois cette année de pratiquantes. C'est hyper faible et donc je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans l'entraînement et dans la démocratisation de l'entraînement, heu, d'essayer d'avoir un entraînement qui est encore plus calibré pour les femmes et donc ça, c'est quelque chose qui nous anime et c'est quelque chose qui va être parti enfin, qui fait partie de notre ligne directrice pour cette prochaine année, d'avoir un entraînement encore plus adapté au public féminin. OK, c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près à quelle proportion d'hommes et de femmes parmi vos clients? De mémoire, on est à peu près à 60 d'hommes et 40 de femmes et donc avec une fonctionnalité comme celle-ci, on pourrait, se rapprocher probablement de la parité, et donc ce sera aussi à nous de ça fera partie aussi du job de communication et de marketing de le faire savoir. OK. Ça consisterait un petit peu en quoi? Je sais pas ce que tu peux nous dire ou pas par rapport à ça, mais justement sur l'entraînement qui serait adapté au cycle menstruel, ce serait, de quelle manière? Alors, la personne va renseigner, son cycle menstruel, donc avec la période des règles et on va demander à la personne parce que ce qu'on a fait dans les interviews de coureuses, en fait, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, pendant la période de règles, par exemple, certaines, ne peuvent plus trop courir. Pour d'autres, c'est pareil et puis pour d'autres, au contraire, bah, c'est assez rare, mais il y en a d'autres qui en font encore plus pendant cette période-là. Mais en tout cas, le but du coup, c'est de demander à la personne, ce qu'elle veut faire pendant cette période-là et donc du coup d'adapter les cycles d'entraînement en fonction de cette période-là et donc ça fait partie des choses enfin qu'on a des demandes qu'on a eues au support client et donc c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on répond, à toutes les personnes qui nous écrivent au support client. Si vous n'avez pas eu de réponse au support client, c'est qu'il y a eu un bug technique, mais en tout cas, nous, on répond tout le temps. On essaye de répondre en moins de 2 jours et du coup, je pense aussi ce qui fait notre force, c'est quand même cette proximité, on n'est pas une entreprise avec 10 services différents et des services bien compartimentés. C'est aujourd'hui, on est une équipe qui répond au support client et puis qui est la plus proche possible, des utilisateurs et donc ça, je pense aussi, c'est ce qui fait la force par rapport à un Garmin Coach, par exemple, où on ne sait pas trop comment c'est fait derrière et puis les demandes des utilisateurs, ne verront probablement jamais les équipes, les équipes, de conception de l'application. OK. Aujourd'hui, c'est quoi le principal challenge pour vous pour, continuer de toucher encore plus de monde? Il y a une bonne partie en France, je pense qu'on est plutôt bien en France dans la partie, francophone, mais après un des gros enjeux, c'est la partie, l'international. C'est comment est-ce qu'on fait pour toucher des utilisateurs, anglo-saxons et les utilisateurs aussi, hispanophones, parce qu'on est aussi disponible en espagnol et donc ça, c'est un des gros enjeux du moment. OK. Après il y a toujours plein d'enjeux, mais mais s'il y en a un, ouais, c'est bien celui-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour acquérir plus de clients, à l'étranger. OK. Avant de passer aux petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message, que tu aimerais faire passer? Hem, Bah, j'en ai peut-être un petit peu parlé tout à l'heure, mais en tout cas, la course à pied, je pense que ce qui est bien, c'est enfin, c'est ce qu'on voit dans l'application, il y a de tout public. Il y a des personnes, ouais, qui avaient des vies un peu compliquées, puis en fait qui voient aussi le bout du tunnel grâce à la course à pied. Donc je pense Mmh. qu'il faut c'est aussi parfois le discours, parfois un peu contradictoire, du corps médical qui va dire à des personnes: «Non mais enfin surtout ne arrêtez de courir»
ou non, vous êtes pas fait pour courir et je pense que notre rôle aussi, en tant que coureur régulier et puis en tant que fondateur de Motion Coach, c'est de dire que alors peut-être dans certains cas pathologiques, effectivement, peut-être que la course à pied n'est pas recommandée, mais en tout cas, il faut essayer de se mettre en mouvement, il faut essayer enfin, écouter pas forcément, ce que disent, un avis médical si, il faut écouter quand on est blessé, par exemple, mais en tout cas, heu, en tout cas, s'il y a des personnes qui veulent vous freiner dans votre pratique, si vous commencez la course à pied, que vous êtes, débutant ou débutante et même si vous courez à 8 minutes par kilomètre, c'est très bien, continuez comme ça et puis il faut pas forcément regarder le regard des autres. C'est une pratique qui est hyper personnelle. Courir le marathon en 6 heures, c'est génial. Il faut pas chercher à il y en a qui cherchent à cliver en fait et à la voir on voit dans certaines communautés où on veut souvent séparer, les coureurs suivant leur niveau et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On encourage tout le monde à courir, heu et c'est parce que je pense qu'on a tous, des fois, on a des choses en commun entre ces coureurs-là et il faut pas du tout chercher à limiter la pratique. Au contraire, on voit beaucoup enfin, aujourd'hui, je pense que la sédentarité, c'est peut-être le problème de santé publique numéro un et donc il faut plutôt encourager les personnes à être actives, à faire du sport et donc je pense qu'il faut que tous, si on est déjà sportifs convaincus, en tout cas actifs, il faut essayer de prêcher la bonne parole autour de ça. Je te rejoins à 100. Pour terminer, j'ai 3 questions rapides à te poser. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Il y a un des livres, quand j'étais à Boston, ça s'appelle «The Story of the Human Body». C'est Daniel Lieberman. C'est un coureur d'ailleurs minimaliste. C'est un chercheur à Harvard et en fait, dans ce livre-là, The Story of the Human Body, j'ai trouvé ça assez inspirant parce qu'en fait, ça permet de bien comprendre, l'homme sous l'aspect, de l'évolution. Parce qu'on a toujours été actif, justement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. En tout cas, le mode de vie, actif et marcher, courir, ça faisait partie, enfin, c'est quelque chose qu'on faisait, quotidiennement il y a quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années et donc en fait, lui, une de ses théories du livre, c'est de dire que l'homme, justement, a évolué pour courir. C'était justement pour parcourir des grandes distances et par rapport aux autres animaux, on n'est pas très rapide, mais par contre, on compense par un système, de sudation qui est très performant et puis donc on a des capacités d'endurance qui sont extraordinaires par rapport, au reste, du règne animal et donc c'était super intéressant parce que ça permettait aussi d'avoir, justement, je trouve cette perspective, c'est de revenir un peu aux sources, c'est de se dire, bah, en fait, il y a 10 000 ans, par exemple, on avait une alimentation qui était très, très différente. Tout ce qui est alimentation industrielle avec la partie, céréales à outrance qui ont été hyper transformées, mais en fait, juste en 2 générations ou même pas en une génération, c'est impossible que le corps se soit parfaitement adapté parce que le système d'adaptation, se fait sur plusieurs centaines de générations. Donc, lui, une de ses thèses, c'est de dire aussi qu'aujourd'hui, en fait, la sédentarité, c'est ce qu'il appelle un mismatch disease. C'est des maladies qui sont enfin, on s'est désadapté aussi sur pas mal de choses. Donc forcément, quand on se casse le bras, on se rend compte qu'on perd vite du muscle, par exemple et donc c'est un peu la même chose quand on fait pas d'activité physique pendant hyper longtemps et ben, le corps, c'est aussi d'un point de vue énergétique, c'est que ça coûte de l'énergie de produire du muscle et de maintenir ce muscle, donc forcément, si on l'utilise pas, bah, le corps, il va chercher à ne plus utiliser cette fonction-là et à le stocker sous forme de graisse et donc j'ai trouvé ça super intéressant dans ce livre-là, de comprendre un petit peu mieux ce prisme-là et de se dire: «Bah, en fait, voilà, notre mode de vie, il a tellement changé en 50 ans» ou même, quand on regarde il y a 100 ans, nos arrière-grands-parents, ils avaient pas forcément, l'électricité ou ils avaient pas forcément, l'eau courante, par exemple, mais c'est des choses, enfin, nos modes de vie ont complètement changé, donc forcément, c'est normal que le corps humain, soit pas totalement adapté en seulement 2 générations, quoi. OK. Donc voilà, c'était un livre qui, pour moi, vu que j'aime bien l'histoire aussi et même si je suis ingénieur à la base, j'aime bien aussi tout ce qui est histoire et essayer de comprendre comment on marche, donc voilà, ça m'avait inspiré. OK, bah, ça donne envie, je pense que je vais je vais l'ajouter à ma liste. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Heu, dure question. J'avais écouté plusieurs podcasts, donc je me suis dit, tiens, je sais pas, je vais la préparer celle-ci parce que c'est c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, je vais arriver en master, donc à 35 ans,
c'est le moment de commencer à se poser cette question-là. Non, je sais pas. En tout cas, je pense que je suis un peu jeune pour me poser cette question-là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se dire, que ouais, enfin, on peut essayer d'encourager les gens à faire de la course à pied et puis, je pense que j'ai envie de laisser une image, un peu de personne qui inspire et puis, qui est hyper positive, par rapport à la pratique de chacun. OK. Et troisième question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Une anecdote de sport, je pense que je peux raconter celle avec, mon frère Romain. On avait couru le marathon de Paris en 2019. On a essayé de courir en tête du marathon de Paris, donc c'était pour notre deuxième marathon. Moi, j'avais été blessé, quasiment tout l'hiver, donc j'avais recouru seulement depuis 1 mois et demi. Donc on s'est dit: «Bon, bah, ce sera dur de faire, une bonne prépa marathon, donc pourquoi pas se faire plaisir et puis, donc partir le plus vite possible pour courir devant en tête, du marathon de Paris». Donc il faut quand même courir à plus de 20 kilomètres/heure pour être en tête du marathon de Paris. C'est pas facile. Il y avait une personne qui avait fait ça, je crois aussi, l'année d'avant ou un truc comme ça. Donc on s'était dit: «Tiens, pourquoi pas?» Nous on pense qu'on peut faire mieux que 400 mètres devant et donc avec Romain, il a tenu 2 kilomètres. Donc on a jusqu'au kilomètre 2, on était ensemble devant. On a fait le premier kilomètre, on a descendu les Champs-Élysées. On avait les Champs-Élysées pour nous, donc c'était cool. Premier mille un peu rapide en 2:52. Après c'était dur, donc jusqu'au kilomètre 2, on se fait un petit check comme ça à la télé. C'est le seul moment en fait où on est passé à la télé, donc c'était cool de se faire ce check à ce moment-là. C'était un peu par hasard et donc Romain, place Vendôme, donc kilomètre 2, il rentre dans le peloton. Moi, je fais encore 2 kilomètres de plus, donc 4 kilomètres, 4 kilomètres à 20 kilomètres/heure, donc c'était plutôt cool et après, bah, le marathon, ça se respecte. C'est, pas question de s'arrêter, en si bon chemin, donc après, il faut aller jusqu'au bout du marathon, faut assumer la bêtise jusqu'au bout et donc on s'est retrouvés après vers le kilomètre, 25, je crois. On a chacun couru un peu à notre rythme avant et puis au kilomètre 25, on s'est dit: «Bon, bah, allez, on a commencé le marathon ensemble, on le finit ensemble» et donc on a été, c'était très difficile à partir du kilomètre 35. On a eu un peu des crampes, mais on était finisher en 2:52, donc on a quand même fait une perf correcte derrière. On s'est fait doubler comme pas possible, mais en tout cas, c'était une bonne expérience. OK. Je te Le remercie but, pour ce c'était un peu partage. de faire, le but, c'était un peu de faire parler de Road Motion Coach, c'était les tout débuts, donc on s'est dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» En tout cas, ça reste, une aventure entre frères, super cool là pendant ces quelques kilomètres. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette entrevue. C'était très intéressant. Pour celles et ceux qui veulent en savoir, plus sur toi et sur ce que tu fais, c'est quoi un petit peu les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs? Pour ceux qui sont sur LinkedIn, donc vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je suis le plus actif. J'essaye de poster au moins 2 fois par semaine, donc pour mes actus, sportives et entrepreneuriales et puis, sinon aussi je suis présent sur Instagram à Guillaume_Adam_run et puis, si vous m'écrivez, j'aurai le plaisir de vous répondre. Ça marche. Eh beh, je mettrai les liens en description. Sur ce, encore merci. Je te souhaite une très bonne journée et beaucoup de réussite dans tes projets. Merci Elodie, puis bonne préparation pour tes prochains défis sportifs. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.